Contre les LGBT-phobies. Vous le savez, ça fait depuis maintenant plusieurs semaines, depuis la fin de l'été en réalité, que la France connaît une succession d'agressions LGBT-phobes qui touchent l'ensemble de la communauté LGBT. Les lesbiennes, les bi, les gays, les trans. Et nous sommes là, réunis autour de l'inter-LGBT, de SOS Homophobie et d'une quarantaine d'associations de lutte pour les droits humains et de lutte contre les discriminations, pour dire qu'il y en a assez de ces violences homophobes, de ces insultes, de ce rejet, de ces discriminations, de ces agressions physiques. Quel est le visage de l'homophobie aujourd'hui dans notre pays? C'est une agression physique homophobe tous les 3 jours. C'est considérable, et par conséquent nous sommes là pour d'une part dénoncer cette réalité qui a longtemps existé, qui a longtemps été tue, niée par les pouvoirs publics, par la société, parfois par les victimes de LGBT-phobie elles-mêmes, et nous sommes donc ici réunis pour libérer la parole, pour contribuer à libérer cette parole qui, on le voit bien, depuis quelques semaines, ne cesse de se libérer. À la fois sur les réseaux sociaux, les victimes n'hésitent plus à publier des photos, parfois impressionnantes, de visages tuméfiés. C'est la réalité des LGBT-phobies aujourd'hui. Ces visages tuméfiés, ils sont peut-être 10, 20 médiatisés, mais combien derrière ces cas médiatisés, combien de victimes de LGBT-phobie continuent de se taire aujourd'hui, continuent de vivre des violences, des discriminations dans tous les domaines de la société, au travail, à l'école, dans les lieux publics, dans la santé, mais aussi dans les commerces et les services. Encore il y a 2 jours, dans un taxi à Paris, 2 hommes qui s'embrassaient se sont vus refuser par leur chauffeur la course. C'est un refus de prestation de service, c'est une discrimination. Et en plus, alors qu'ils s'embrassaient, le chauffeur les a frappés. Est-ce qu'il est acceptable aujourd'hui de vivre dans une société qui produit une agression homophobe, une agression physique homophobe tous les 3 jours, une agression lesbophobe tous les 10 jours? Ça n'est pas acceptable. Par conséquent, nous sommes là à la fois pour dénoncer cette réalité et pour apporter notre soutien aux victimes. Notre soutien aux victimes qui ont longtemps été seules à faire face aux LGBT-phobies. Alors les associations étaient là, les pouvoirs publics progressivement se sont mis à être à leur côté. Aujourd'hui, il y a eu la création de la DILCRA, qui fait un travail considérable au quotidien. C'est d'abord une campagne nationale de sensibilisation sur les LGBT-phobies, sur leur existence et sur leurs conséquences sur les victimes. Nous pensons que la méconnaissance des LGBT-phobies, des effets des LGBT-phobies sur les victimes, est aussi une cause de l'homophobie, car l'absence de connaissance, l'ignorance de la société sur ces phénomènes contribue à nourrir tout simplement cette haine. Ça n'est pas parce qu'on a eu le mariage pour tous, ça n'est pas parce qu'on a des droits et une avancée des mentalités que l'homophobie est éradiquée aujourd'hui. Par conséquent, ces mesures concrètes incluent, je vous le disais, une campagne de sensibilisation nationale urgente. On ne peut pas compter que sur les associations pour mener des politiques publiques contre l'homophobie. Le soutien financier aux associations, il est nécessaire, il est là. Il est peut-être insuffisant, mais il est là. Mais les politiques publiques d'État doivent
être conduites de manière autonome. L'État doit conduire ses propres politiques publiques et ne peut plus compter sur les associations, et seulement sur les associations, pour espérer éradiquer l'homophobie. Au-delà de la prise de conscience, de l'interpellation nécessaire des pouvoirs publics, il y a aussi la persistance dans le débat public de la parole et pour tous d'Alliance Vita qui, par leur slogan stigmatisant contre les personnes LGBT, contre les familles néoparentales, continue de légitimer l'homophobie, contribue de nourrir l'homophobie, qu'on ne s'étonne pas ensuite qu'il y ait une agression physique homophobe tous les 3 jours, si par ailleurs on ne condamne pas systématiquement le discours homophobe dans le débat public de la part d'organisations qui n'ont rien à faire dans les propos, n'ont rien à faire dans la République. Nous demandons par conséquent une condamnation beaucoup plus systématique du gouvernement de cet ensemble de propos homophobes et LGBT-phobes, y compris quand il vient de l'Église, en particulier quand il vient de l'Église, parce que ces organisations-là sont entendues, ont un poids, et il est nécessaire qu'au plus haut niveau de l'État, le président de la République condamne beaucoup plus fermement cette parole publique homophobe qui, encore une fois, a des effets dans le pays réel et qui nourrit l'homophobie. Enfin, je voudrais terminer par dire quelque chose qui est très important, c'est que on pense souvent que l'homophobie, l'LGBT-phobie, c'est quelque chose qui a disparu ou qui est présent uniquement dans les campagnes ou dans les petites villes. Ça n'est pas vrai, on le voit. Paris a été, on est le meilleur exemple, hein. Il y a une succession d'actes homophobes, y compris à Paris, d'actes lesbophobes aussi, d'actes transphobes, d'actes biphobes. Et si vous voulez, l'homophobie, elle est présente partout, elle est présente sur l'ensemble du territoire, dans tous les milieux sociaux. Tous les milieux sociaux sont concernés par l'homophobie. Qu'on ne nous dise pas que certains territoires sont plus marqués par l'homophobie que par d'autres. Il se peut que l'homophobie se manifeste différemment en fonction des territoires, mais en tout cas, l'homophobie est un phénomène qui est généralisé, qui est un phénomène qui est présent sur l'ensemble du territoire. À Nîmes, à Limoges, à Lille encore récemment, mais aussi, et comme je vous le disais, combien d'actes homophobes sont encore tus, niés et invisibilisés dans notre pays. Enfin, je voudrais juste terminer en disant que toute absence de condamnation par les pouvoirs publics de propos d'actes homophobes sont une complicité avec ces actes homophobes. C'est-à-dire que quand les pouvoirs publics ne condamnent pas à l'unanimité les actes homophobes, ils se rendent complices, voire coupables de ces actes homophobes. Et il est nécessaire de ne pas relativiser cette homophobie. L'homophobie, on a l'impression qu'elle est parfois tolérée. Au contraire, d'autres formes de haine qui sont beaucoup plus condamnées. Or, l'homophobie produit tout autant de violence, tout autant de rejet des personnes, tout autant de mal-être, de discrimination, voire de meurtre. Et je voudrais terminer en parlant de meurtre à caractère homophobe et évoquer le cas de Vanessa Campo, qui est une personne trans, travailleuse du sexe, qui a été assassinée à la fin du mois d'août en raison de son identité de genre. Et je voudrais aussi au-delà de la mémoire qu'on peut porter à chaque victime de LGBT-phobie, à chaque victime, se dire que les pouvoirs publics doivent agir aujourd'hui concrètement. Il y en a assez des annonces, doivent agir maintenant et concrètement. Merci beaucoup.
Bonsoir, je m'appelle Ruben et je vais parler en tant qu'allié de l'association Accept ST, avec qui je travaille depuis 3 années et dont, entre autres, je suis aussi partie du conseil d'administration en tant que secrétaire. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous sommes des personnes trans, précaires, en grande partie migrantes, travailleuses et travailleurs du sexe, et particulièrement concernés par le VIH. Nous sommes en permanence exposés à la haine, aux violences, aux agressions, et parce que Vanessa Campos a été assassinée au Bois de Boulogne le 16 août 2018. Il y a un mois, jour pour jour, pratiquement, à 2 jours près. Dans l'acronyme LGBT-phobie, souvent nos réalités sont invisibilisées en toute indifférence, parfois même à l'intérieur de la communauté LGBTI, ou dans les institutions, ou encore les médias. Et plus souvent donner la parole dans les médias aux messagers de la haine, tels que quelques exemples, Zemmour ou Marcel Campion, qu'on a vu récemment, n'est-ce pas? Nous subissons de plein fouet toutes les lois répressives actuelles, spécifiquement la pénalisation des clients actée en 2016, qui a provoqué une augmentation de la prévalence du VIH, une dégradation des conditions de vie du nomadisme, une rupture dans l'accès des soins à la santé, une insécurité totale amplifiée par des arrêtés municipaux. Un autre exemple, la loi du droit au séjour pour soins. À ce jour, Accept ST accompagne 30 personnes atteintes du VIH, confrontées à des OQTF, des obligations de quitter le territoire français. Et enfin, la loi Asile-Immigration. Ce qui va se passer dans les mois à venir, c'est que les procédures accélérées vont aggraver le manque d'équité, du fait que la réforme donne moins de temps pour écrire le récit, trouver un endroit d'hébergement non transphobe, et il est clair que l'augmentation de la période de rétention dans les structures non adaptées, notamment aux soins, va poser problème. Dans nos vies, nous subissons la transphobie du quotidien, dans les transports, la rue, les services publics, ou encore en exerçant le travail du sexe. Nous sommes aujourd'hui là également parce que cet événement doit permettre une fois pour toutes de dénoncer la réalité à laquelle vous, institutions, personnalités, associations, sociétés civiles, médias, nous faites subir. La transphobie ordinaire est générée par la transphobie institutionnelle. La transphobie est aussi une violence de genre. Et nous veillerons à ce que la mémoire de Vanessa Campos persiste et que justice soit rendue suite à son assassinat. Nous n'oublions pas. On pardonne pas, on oublie moins. On n'oublie pas, on pardonne moins. Pardon. Information. Justice pour Vanessa. Moi je vais vous lire le témoignage d'une victime, parce que comme le disait Joël, on est là aussi parce qu'il y a une libération de la parole et qu'on veut véritablement porter la parole des victimes aujourd'hui. Donc je vous lis le texte de Sofiane. Bonjour à tous. Si ce n'est pas moi qui suis en train de parler face à vous aujourd'hui, c'est parce que je suis originaire d'un pays pénalisant encore l'homosexualité. J'aimerais donc éviter de me mettre en danger.
Je suis donc un homme étranger de 21 ans, étudiant, et je suis gay. Dans la nuit de samedi à dimanche soir dernier, j'ai été victime d'une agression en raison de mon orientation sexuelle. Quelques mots sur les faits. Vers 3 h du matin, avec mon ami, nous rentrons dans le 15e arrondissement de Paris en bus de nuit. 2 hommes montent en même temps que nous et remarquent que je porte du maquillage. Très vite, les insultes et les menaces fusent. Sale pédé, va sucer des bites. On descend régler les choses. En descendant à mon arrêt, il m'attrape. Un d'eux me colle une gifle et me met au sol en me rouant de coups, de coups de pied et de coups de poing, et l'autre me donne un coup de poing au visage. J'aimerais vous dire que tout ira bien, que les choses iront en s'améliorant, que les mentalités changent. Mais ça serait mentir. Je n'ai pas écrit ce message pour diffuser un message positif, mais pour réveiller tout le monde. Ce rassemblement n'est pas une célébration, mais une confrontation face à ces réalités dures qui, j'espère, provoquera un sursaut collectif urgent. Même si j'ai eu une énorme vague de soutien, j'ai reçu aussi une énorme vague de haine. Des gens qui disaient que je le méritais, que mes agresseurs n'avaient pas tapé assez fort, qu'ils méritaient une médaille. Même si mon enquête avance à une vitesse folle grâce à l'élan médiatique que j'ai connu, je ne suis qu'un cas chanceux parmi tant d'autres qui sont ignorés. Même si je vais mieux physiquement, j'ai aujourd'hui du mal à dormir, à sortir de chez moi seul, je me déplace en VTC, même si apparemment on n'y est même plus en sécurité. Voilà, même s'il y a des points positifs, il y en a toujours des négatifs car nous vivons aujourd'hui dans une société où l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie sont encore vivantes et plus violentes que jamais. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Pour montrer qu'on ne cautionne pas ça, que c'est inacceptable, insupportable et qu'il serait temps que les politiques agissent s'embrasser dans le vent. Merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui, de prouver que vous êtes réveillés et de montrer au monde qu'on est une communauté unie et qu'ils ne nous diviseront jamais. Enfin, merci à ceux qui m'ont aidé à traverser cette épreuve, ma mère, mes amis, mon copain. Aujourd'hui, je suis maquillée depuis la première fois depuis mon agression. Je suis fière de qui je suis et je ne les laisserai jamais gagner. Love wins. J'aimerais que les personnes qui en plus ont subi des insultes lèvent un autre point et que ce soit visible. Voilà le visage de la haine. Voilà ce qui se passe au quotidien. Voilà ce qui est brutal. Maintenant, il est temps que la haine change de camp. Il est temps que nous ayons des vraies mesures, des moyens de ce gouvernement, que tous les ministères soient mobilisés pour que, enfin, nous puissions vivre notre vie normalement. Nous ne devrions pas avoir peur dans les rues. Ici, vous voyez un rassemblement de différentes associations, mais combien d'autres encore dans les différentes régions de France ou en Outre-mer vivent cette situation au quotidien? Non, que la haine change de camp. Moins de CRS, plus de caresses. 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 Mouvement mondial pour le respect des droits humains. Amnesty International se devait d'être là aujourd'hui. Car il faut le rappeler, les droits des personnes LGBTI sont des droits humains. La liberté d'être ce que l'on est, la liberté d'aimer qui l'on veut, de se marier ou pas, d'adopter ou pas, de fonder une famille ou pas, de changer de genre, mais en tout cas de ne pas être discriminé, quelle que soit son identité de genre, quelle que soit son orientation sexuelle et amoureuse. Il est révoltant qu'en 2018, en France, des violences motivées par la haine des personnes LGBTI se succèdent, le plus souvent en toute impunité. Ce que nous devons défendre aujourd'hui, rendez-vous compte, ce n'est pas seulement l'égalité des droits, c'est le droit de vivre en sécurité. En 2018, en France, face à une énième agression, comme tant de gens LGBT, moi aussi, je me demande quasiment au quotidien, est-ce que lorsque je prends la main de la femme que j'aime, est-ce que j'ai un signe de tendresse qui va à mon tour m'occasionner une injure, un coup, un crachat?
Mais il est essentiel de bien se rappeler que ça ne concerne pas que les personnes LGBTI. C'est la société tout entière qui doit se sentir concernée. C'est tous ensemble qu'on doit dire stop! Stop à cette impunité, stop à cette haine totalement décomplexée. Tolérance zéro pour les personnes qui ne tolèrent pas que des personnes LGBTI osent réclamer des droits qui sont les mêmes que les autres. Ce ne sont pas une extension des droits humains. J'ai bien dit, ce sont les mêmes droits. Peut-on tolérer que chaque débat, que ce soit sur le mariage, sur l'adoption, sur le changement d'état civil, sur la dépsychiatrisation des personnes trans, sur la PMA aujourd'hui, chaque débat, doit-on le tolérer, va être pollué par ces discours de haine, par cette impression que nous sommes des citoyens de seconde zone? Stop! À travers cette mobilisation, nous appelons chacun et chacune à prendre conscience que cette violence et cette intolérance sont inacceptables. Et nous exigeons une parole forte, une parole politique forte et au plus haut niveau. C'est maintenant que nous voulons l'engagement de tous les pouvoirs publics. Et nous voulons aussi des mesures concrètes, pas que des beaux discours. Notamment le lancement par le gouvernement de cette grande campagne de sensibilisation. Également des formations obligatoires dans différents domaines comme l'enseignement, la justice, la police, la gendarmerie. Les lois existent, mais il faut les appliquer et il faut sensibiliser tous ensemble le plus grand nombre. Exigeons la sécurité, le respect et la dignité pour tous les citoyens et les citoyennes, sans distinction aucune. Refusons la peur, restons nous-mêmes, fiers, dignes, et gardons intacte notre capacité d'indignation et de mobilisation. Merci à tous et toutes. Bonsoir. Donc, je suis tout émue et dans l'émotion que je vais porter mon témoignage. Et notamment, voilà, les divines ont été créées à l'initiative d'un constat à travers la communauté LGBT et QI+, et notamment sociétale. En tant qu'afro-descendante, eh bien, je ne me sens pas représentée. Et donc, c'est une action autonome aujourd'hui, c'est pour dire l'action autonome. Et je vais, donc l'association porte sur des actions culturelles, notamment engagées, afin de promouvoir la culture afro-caribéenne, notamment à travers ces artistes, de prendre la parole et de dire qu'on est là. Nous êtes là, nous sommes présents. Et de prendre cette visibilité afin que nous montrons bien qu'on est là. Et je souhaite porter l'initiative aussi de montrer une action. Aujourd'hui, on a notre logo, on va prendre l'espace, donc on va demander à ce qu'on crée l'espace, c'est-à-dire que les personnes qui sont devant moi vont laisser passer le logo de l'association Divine LGBTQI+. Et là, c'est une création d'espace, notamment CEPT LGBTQI+, afrodescendante LGBTQI+.
porte témoignage aussi le soutien aux victimes, notamment afro-caribéennes, LGBTQI+, qui, eux, par rapport donc bien sûr à des témoignages qui m'ont été portés, donc je les retransmets. Ils ont un sentiment de plusieurs ressentis dus à... donc on rentre dans les luttes intersectionnelles. Et donc on peut subir en étant noir, femme, lesbienne, plusieurs discriminations, notamment le racisme, l'homophobie pour les garçons, la lesbophobie pour les femmes et le racisme. Ça s'appelle les luttes intersectionnelles. Les divines sont de part entière dans la lutte intersectionnelle. Moi je tiens donc à dire également que il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est. À la suite d'une agression, on peut avoir un fort sentiment de honte par rapport à des propos de personnes. Il y a des hontes qui apparaissent vis-à-vis de l'interprétation de la personne. Elle se sent un sentiment de honte et de culpabilité. Alors pas nier avoir culpabilité. La culpabilité yote, haine pour les agresseurs. Pas ni honte à avoir. Je parle ici en créole notamment. C'est du créole. C'est porteur aussi de la culture afro-caribéenne notamment. Et c'est pour dire que voilà, c'est de porter attention à la communauté afro-caribéenne, c'est aussi d'avoir les techniques, les spécificités culturelles à la région. Et le créole est notre spécificité, notamment parlée par beaucoup de personnes antillaises, ultramarines, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane. Le créole est représentatif des Afro-Caribéens, tout simplement. Aux divines, des actions concrètes. On appelle au ralliement des personnes, notamment afro-caribéennes, aux personnes alliées, aux personnes friendly, afro-caribéennes, LGBTQI+, alliées, pour porter le message, notamment. Et je tiens à dire que, voilà, j'ai appris ça ce matin, le ralliement donc, du CRAN. Le CRAN est une association représentante afro-descendante, ayant des avocats notamment. Ils vont vers une permanence et porter, donc à recevoir toutes les plaintes qu'on a à porter. Voilà, donc le ralliement, on remercie le CRAN qui soutient les divines et le message des divines. Déjà, un acte concret. Rendez-vous sur la page des divines pour les prochains événements concrets. Et ils arrivent. Il y en a déjà eu. Aujourd'hui, on est un. Et ensemble, on soutient toutes les personnes discriminées par rapport à leur orientation sexuelle et racisme et validisme qui rentrent dans les luttes intersectionnelles. Athènes, le 21 septembre dernier, sous les coups d'hommes qui le détestaient parce qu'il était gay, il est mort. Et c'est inacceptable. Je porte sa parole parce que partout dans le monde, l'homophobie, ça tue des femmes, ça tue des hommes. Zaki, c'était un homme aimable.
C'était un homme au cœur généreux. Il rêvait, comme nous tous, d'un monde sans haine, sans discrimination, sans racisme, sans violence. Il rêvait d'un monde avec de l'amour, avec le respect de chacune des différences dont nous sommes tous porteurs, femmes, hommes, de couleur, blanc, trans, pas trans, cis, etc. Nous sommes tous porteurs de différences et notre société est riche de ces différences. Zaki, il rêvait d'un monde où les gens pouvaient être et exprimer ce qu'ils sont sans peur et sans crainte. Zaki, il était comme nous, il voulait vivre libre, il voulait être un homme libre. C'est comme cela que le monde devrait être, c'est pour cela que nous nous battons aujourd'hui. Alors, mon message, il est au fond très court. Je me lève uniquement à sa mémoire, à la mémoire de toutes ces femmes, de tous ces hommes qui sont morts du fait de la haine de l'autre. Nous élevons notre voix pour demander justice partout, toujours. Nous élevons nos voix pour que Zak, pour que tous les Zak du monde, ces femmes et ces hommes victimes de haine, eh bien, nous gardons leurs souvenirs et nous nous battons pour que la justice soit rendue. Nous ne cesserons pas d'élever notre voix tant que la justice ne sera pas rendue. Ici et là-bas, partout, levez vos poings pour que la justice soit rendue. Pour chacun d'entre nous, pour ce que nous sommes. La loi, elle est de notre côté aujourd'hui. Maintenant, c'est la société qui doit être de notre côté. Merci. L'appel conjoint de SOS Homophobie et de l'Inter-LGBT à ce rassemblement du dimanche 21 octobre 2018. Si l'initiative est d'actualité, la forme pose question quant à la représentation de celles et ceux qui se battent chaque jour contre les LGBT-phobies et l'oppression des minorités de manière générale. Il est important de rappeler que nous arrivons à la date anniversaire des émeutes de Stonewall. Émeutes LGBTQI+, contre les violences policières et étatiques, événement marquant dans l'histoire de nos luttes, au même titre que le mouvement de libération pour les droits civiques. L'histoire démontre qu'un État qui légitimise les discriminations n'est qu'un État faillant et criminel. 50 ans plus tard, les violences contre la communauté LGBTQI+, sont de plus en plus fréquentes, dans un contexte de violence où le rapport à l'autre se brutalise. Les résistantes de Stonewall n'étaient pas que paillettes et strass, mais avant tout précaires, trans, immigrées et racisées. On y retrouvait des folles et des butch révolutionnaires contre un ordre normatif, machiste et éminemment violent. Aujourd'hui en France, il est temps de remettre les politiques face à leurs responsabilités, face aux LGBT-phobies, face au sida, face au racisme. Les luttes ont un passé commun et ne peuvent faire l'objet d'aucune compromission ni d'aucune fraction. Il est insupportable de lire dans l'appel lancé par les organisateurs que la haine LGBT-phobe n'a pas sa place dans la République, alors que le gouvernement Macron tente de se servir de la PMA comme diversion face à des politiques antisociales, cristallisant un mécontentement populaire de plus en plus exacerbé. Les politiques gouvernementales qui sont pensées et appliquées dans un déni assumé créent une ambiance délétère et anxiogène. Alors que les travailleuses du sexe sont harcelées, dans certains cas assassinées, comme Vanessa Campos, que les personnes trans et intersexes sont toujours et encore déniées de leur droit à l'autodétermination, que des personnes réfugiées LGBTQI+, sont expulsées, parfois vers la mort. Enfin, il est insupportable, comme Acte Paris l'a déjà dénoncé, que la ville de Paris labellisée gay-friendly ne soit en fait qu'une affiche de promotion d'un capitalisme rose et d'une communication outrancière des problématiques de la quotidienneté. Peinturer les passages piétons du Marais aux couleurs du drapeau LGBT ne leur confère aucun pouvoir magique.
SOS Homophobie, l'Inter-LGBT, LGBT+ En Marche, FLAG et Guélib sont des instruments de collaboration consentants de cette mascarade. Les associations systématiquement silencieuses face au VIH-Sida, dont l'autopromotion à travers diverses représentations dans les instances gouvernementales ne produisent rien pour les communautés, si ce n'est qu'un entre-soi rétréci et convenu renforçant les stéréotypes. L'oppression systémique, les conséquences actuelles des appels ordurés de la droite et de l'extrême droite, amplifiés par l'Église catholique lors des débats parlementaires sur le mariage pour tous, ont imprégné la société française. Les politiques discriminatoires d'État et des violences policières n'ont pas disparu. Elles prospèrent sous l'œil indifférent des gouvernements dont certains membres sont LGBT-phobes et dont tous les membres participent à la destruction du bien commun. Je vous remercie. Bon, merci de nous donner la parole. Donner la parole à tout le monde, y compris aux voix critiques, des voix dissonantes. Je pense que c'est aussi la richesse de notre grande famille, LGBTI+, etc. Bon, moi aussi, je vais avoir une voix un peu dissonante. Je pense que la façon dont on essaye de lutter contre la discrimination, je pense que dans les stratégies qu'on essaye de mettre en œuvre, il y a une diversité. Il y a une diversité et moi, par exemple, je vais le dire en plus fort. Ouais. Pardon, j'ai une petite voix. Ah, d'accord. Bon, en 3 points, je vais essayer d'être rapide. Dans le premier point, ce qui me gêne un peu, c'est le discours républicaniste. Moi, en tant que travailleur du sexe, en tant qu'acteur de la lutte contre le sida, le constat que je fais, c'est plutôt que la République, elle nous a laissé crever. Elle nous a laissé crever dans le passé, mais même encore aujourd'hui. On a encore l'exemple, effectivement, du meurtre de Vanessa Campos qui a suscité pratiquement aucune réaction de la classe politique. On essaye toujours de mettre en avant des revendications, par exemple, sur l'insécurisation du travail sexuel, qui n'est pas du fait du travail sexuel en soi, mais qui est du fait de politiques publiques qui sont répressives et qui forcent les travailleurs et les travailleuses du sexe à travailler dans des conditions dangereuses. On revendique, par exemple, depuis des mois et des années, l'abrogation des arrêtés municipaux au Bois de Boulogne et au Bois de Vincennes, et la mairie de Paris continue de refuser d'abroger ces arrêtés municipaux. On continue effectivement de revendiquer la dépénalisation complète du travail sexuel et ce n'est toujours pas fait. La pénalisation des clients, ça a produit plus de précarité, plus de contamination, plus de violence. Je ne crois pas dans les discours républicanistes. Pourquoi? Parce que la République s'est construite contre les minorités. La République a refusé les corps intermédiaires et c'était au prix de grandes luttes qu'on a pu gagner le droit de se syndiquer, le droit de créer des associations. Aujourd'hui encore, le discours républicaniste est une injonction à l'intégration qui est faite aux minorités. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nous demander de nous uniformiser par rapport au mode de vie des dominants. Ça veut dire qu'on continue de discriminer des musulmans qui veulent porter le voile, par exemple. Et donc aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vont dire, bah oui, maintenant on a le mariage pour tous, donc on est enfin intégré dans le logiciel républicain. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est méfiez-vous. Méfiez-vous parce qu'aujourd'hui, ce sigle LGBT, il est instrumentalisé aussi pour lutter contre d'autres minorités. Aujourd'hui, il y a tout un discours qui veut présenter l'Occident comme une zone du monde qui serait plus avancée, plus humaniste et qui utilise le féminisme et les questions LGBT+, pour prétendre que les autres sont toujours plus en retard, plus barbares et moins humanistes que nous dans ce petit coin du monde qu'est l'Occident. Deuxième point rapide sur la question des LGBT-phobies. On parle d'intersectionnalité et je voudrais
qu'on fasse attention à ce que ce nouveau sigle n'efface pas aussi les différentes façons d'expérimenter les discriminations. Parce que oui, on va parler des agressions que vont toucher les gays dans Paris, c'est très bien, il faut le faire. Je pense qu'il faut aussi parler effectivement des trans travailleurs du sexe qui sont assassinés. Il faut aussi parler des demandeurs d'asile LGBT à qui on refuse le statut de réfugié sous prétexte qu'ils n'arrivent pas à prouver suffisamment qu'ils sont LGBT, alors même qu'ils viennent de pays où ils ont dû cacher leur identité et qu'ils n'ont pas eu accès à leur culture communautaire. Et on leur demande ensuite de ne pas connaître les codes gays. Aujourd'hui, en France, depuis 2 ans, il y a une remise en question du droit au séjour pour soins. Ça veut dire qu'il y a des séropos qui sont expulsés, à qui on donne des OQTF, des obligations de quitter le territoire français. Et ça, c'est un grand recul par rapport aux années 90. C'est une grande victoire de la lutte contre le sida en France. On a été un des premiers pays au monde à obtenir la régularisation pour soins. Et là, depuis 2 ans, on a des dizaines et des dizaines d'OQTF. Et je vais terminer sur la question des revendications. Je pense que notre agenda politique ne doit pas se contenter d'être trop léger. Je pense que demander simplement des circulaires pour plus de sensibilisation ou une meilleure formation de la police, je ne peux pas croire que ce soit suffisant pour lutter contre ces discriminations. Parce que l'homophobie, ce n'est pas simplement une accumulation d'agressions, c'est un système politique. C'est un système politique qui se nourrit de plein de choses, qui se nourrit des contes de fées pour les enfants, qui se nourrit des livres scolaires dans les écoles, qui se nourrit du cinéma, qui se nourrit de tout un tas de choses, de discours politiques, de plein de choses dans les médias, etc. Et quels moyens mettons-nous en œuvre? Même si on regarde les associations, les moyens donnés aux associations sont ridicules si on compare aux autres pays. Les gens qui s'y intéressent un peu au sujet, si vous regardez le budget, même des grosses associations comme SOS Homophobie ou l'Inter ou le Centre LGBT, c'est ridicule les subventions qui sont obtenues si vous comparez aux autres pays. Comment voulez-vous avoir ces discours de façade où on dit on est gay friendly, on va mettre du coloriage arc-en-ciel, et de l'autre côté, qu'est-ce qui est mis en œuvre réellement? Et je voulais terminer aussi sur un dernier point par rapport au statut de victime. Oui, bien sûr, nous sommes victimes de violences et discriminations, mais je pense qu'il faut se faire attention aussi de ne pas être piégé comme l'ont été les féministes par rapport à la question des violences faites aux femmes. Parce que le logiciel aujourd'hui, judiciaire ou policier, en réalité, il ne fonctionne pas pour la plupart des victimes. Pourquoi? Parce qu'au niveau du dépôt de plainte, ça ne marche pas. Parce que encore aujourd'hui, beaucoup de victimes vont se voir refuser un dépôt de plainte ou ne vont pas être crues parce qu'en général, encore aujourd'hui, tout repose sur la crédibilité des victimes, avoir un discours, et c'est là-dessus qu'on va être jugé. Les jugements ne se font pas sur la réalité des violences, ils se font sur nos personnes. Et évidemment que si on est pute ou que si on est sans papier, ou que évidemment qu'on ne va pas être jugé comme une bonne victime. Et je pense que notre mouvement doit avoir, et que l'émancipation qu'on veut revendiquer, qu'on veut obtenir, je pense qu'elle ne peut pas se satisfaire d'être enfermée dans ce statut de victime. Moi, ce que je veux, c'est au contraire, comme peut-être ACT UP, effectivement, a réussi à le faire par rapport à changer l'image des malades du sida et des séropositifs, de dire nous sommes des combattants. Nous sommes des gens qui n'ont pas à être enfermés dans le silence, dans l'anonymat, dans la honte. Et donc je terminerai simplement pour dire continuons la lutte, continuons le combat et restons solidaires avec toutes les minorités, parce que c'est tous ensemble qu'on gagnera cette lutte. Merci beaucoup. Je suis Guillaume Mélanie, le président d'Urgence Homophobie, et la dernière gueule cassée sur le trombinoscope des gueules cassées qu'on a pu voir cette semaine. On n'a jamais été aussi nombreux et aussi nombreuses. Hein. Vous êtes drôlement belles et drôlement beaux. Vraiment, vraiment. On est bien plus beaux, bien plus belles qu'eux. Je prends la parole aujourd'hui parce que mardi soir, je me suis fait casser la gueule, comme vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, uniquement parce que j'étais homosexuel et que ça avait l'air de déranger la personne qui m'a agressé. On fêtait une bonne nouvelle pour Urgence Homophobie avec mes co-dirigeantes et co-dirigeants.
On s'occupe d'exfiltrer, d'accueillir et d'accompagner sur le sol français les demandeurs et demandeuses d'asile LGBT. On fêtait ce soir-là, merci. On est l'ancienne urgence Tchétchénie, on a commencé il y a 17 mois pendant les rafles, parce qu'on va appeler ça comme ça, les déportations dans les prisons secrètes des Tchétchènes que tout le monde a oubliées et qui sont pourtant encore en grande difficulté en Russie. Vous pouvez les applaudir très fort parce qu'ils méritent plus que ça, je pense. Merci pour eux, pour elles. On les enferme dans des prisons secrètes, on les torture toute la journée, on leur demande de dénoncer d'autres personnes homosexuelles. On est en train de retomber dans les heures les plus sombres de notre histoire. Dans plus de 75 pays encore, partout dans le monde, l'homosexualité est un délit. Ce n'est plus possible. Et donc nous fêtions une bonne nouvelle, ce jeune homme que nous accompagnons, notre bénéficiaire, ce réfugié qui a quitté la Russie parce qu'il était recherché par sa famille. Ses parents, ses oncles, ses frères ont failli le tuer juste avant qu'il prenne l'avion. Il voulait faire ce qu'on appelle un crime d'honneur, car ça existe encore dans des coins pas si retranchés que ça du monde. Et alors qu'il pensait enfin être en sécurité, il a vu son parrain, parce que je suis aussi son référent, se faire casser le nez, du sang partout, parce que je suis homosexuel. Donc s'il vous plaît, j'envoie un message à la ministre de la Justice, Madame Belloubet, au nouveau ministre de l'Intérieur, Monsieur Castaner, non, s'il vous plaît, on va pas les huer parce qu'on a besoin d'eux, en fait. On a besoin d'eux. Alors vous n'allez pas me crier dessus une deuxième fois cette semaine. Vous n'allez pas me crier dessus. Vous n'allez pas m'agresser une deuxième fois. Vous n'allez pas m'agresser une deuxième fois dans la semaine. Je pense qu'une seule agression me suffira personnellement. Je dis juste qu'on a besoin de moyens et que les moyens, on va pas les sortir nous. On fait appel aux dons privés déjà nous. Mais c'est pas à vous, mademoiselle, qui criez, c'est pas à moi de payer pour ça. C'est à l'État. Nous sommes des concitoyens et des concitoyennes comme les autres. Nous payons nos impôts comme les autres. Nous devons être protégés comme les autres. Donc ça sert à rien de se diviser, madame. C'est pas vous qui allez payer, c'est pas moi. On est ensemble. On est ensemble. Ne me criez pas dessus. C'est injuste. J'ai mal encore. Écoutez, on en parlera tout à l'heure calmement parce que je suis sûr que... Mais bien sûr qu'ils assassinent et qu'ils tuent. Je suis une victime. Enfin, vous allez me crier dessus? On est tous des victimes. Je parle pour nous toutes et nous tous. Qu'est-ce que vous pensez que nous allons faire sans argent? Excusez-moi, bon, je vais pas m'énerver puisqu'il faut pas s'énerver, mais je trouve ça dommage qu'on se divise. Je trouve ça vraiment dommage. On a besoin d'argent. On a besoin d'argent, ça sert à rien de se diviser. On a le droit de ne pas avoir la même façon d'aller lutter contre l'homophobie, mais on a tous le même dessein. On est tous là pour la même chose, regardez-nous. J'entends ce que vous dites, mademoiselle, madame, et vous avez raison. Mais il faut qu'on nous aide. On ne peut plus, nous, SOS Homophobie, Stop Homophobie Inter-LGBT, faire le travail que l'État est obligé de faire. Donc c'est à l'État maintenant de nous aider, même s'ils ont été trop souvent complices, vous avez raison. Voilà, j'ai été surexposé cette semaine, surmédiatisé, sachez que c'est au nom, même si j'ai demandé la permission pas à tout le monde, je ne connais pas toutes les victimes, mais sachez que je le fais pour nous toutes et nous tous. Si je suis maladroit parfois, je m'en excuse, sachez que c'est plein d'amour, plein de bienveillance et que j'essaye de faire au mieux. Merci. Ça compose. Femme trans, migrante, travailleuse du sexe, était assassinée à Paris. Depuis pas une semaine, sans plusieurs attaques LGBT-phobes en France. Il faut que cela cesse. Because, association Bipon et Plus, tient à dénoncer chaque agression de personnes LGBTQI+. Elle s'engage et s'engagera en soutien à toutes les actions, pas par goût publicitaire ou pour tirer la couverture à soi, mais bien parce que nous faisons partie de cette grande famille avec toute sa diversité et que chaque tort causé à l'un ou l'une de ses membres nous concerne. Et nous savons que nous pouvons compter sur le soutien et la mobilisation quand il s'agit de dénoncer les actes et réactions relevant de la biphobie et de la panphobie. De brigades anti-trave à PD pervers, des volontés de blesser physiquement, psychologiquement,
aux caricatures de familles étroitement normées. Un papa, une maman, un garçon bleu, une fille en rose. Nous attendons des autorités, des pouvoirs publics qui, elles, réagissent vivement, lancent des campagnes et fassent condamner. Après d'ailleurs que la France elle-même se soit fait condamner par l'Europe pour le traitement qu'elle infligeait aux personnes trans, mais aussi par l'ONU. Elle l'a été par 3 fois, dont le comité contre la torture, pour les opérations pratiquées sur les enfants intersexes. Il est temps que cela change. Pour ce faire, il faut massivement signer la pétition contre les mutilations, initiative portée par le comité intersexe et alliés. Et voilà. Et à 5 jours de l'ouverture de la journée de la sensibilisation intersexe et de l'ouverture de la quinzaine, il faut soutenir et participer aux initiatives qui seront organisées. Ensemble, faisons reculer l'obscurantisme.